Et bah donc moi c'est Neylan, ou autrement Axel Desgardins. Ça fait maintenant 7 ans que je suis dans l'e-sport. J'ai passé mes 3 premières années en tant que joueur compétitif dans des équipes comme War Legend, comme Elios Unity ou GameWard. Après j'ai transitionné sur un rôle de coach quand j'ai eu la chance de rentrer dans une école e-sport. J'y suis resté pendant 4 ans. Ça m'a permis de développer des méthodologies de coaching pour à la fois encadrer des étudiants dans le cadre d'une école e-sport, mais aussi pour encadrer des compétiteurs sur la scène compétitive. Et donc là maintenant, je suis sorti comment dire, de l'encadrement d'étudiants e-sportifs et je suis re-rentré vraiment dans la partie compétitive où là je reviens sur Historia et où ma dernière expérience avant Historia était MCS Academy. Alors moi Leyland, c'est un pseudo, très honnêtement je me souviens plus de l'origine. Je sais que je l'ai pris quand j'avais 13 ans quand j'ai commencé à jouer à WoW où je cherchais quelque chose d'assez original. Et à l'époque, Neyland, c'était quelque chose que personne n'avait pensé. Moi, j'aimais bien comment ça sonnait. Alors, c'est assez particulier parce que je me suis retrouvé dans une situation où je ne savais littéralement pas quoi faire de ma vie. Je faisais des études, j'étais pas mauvais dans mes études, mais est-ce que c'était vraiment ça que j'avais envie de faire? Je ne sais pas. Donc j'ai un peu regardé sur quoi je suis bon, qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie. Et donc je me suis posé, et à 21 ans, je me suis dit, ok, je peux faire quelque chose sur LoL, je vais m'y mettre. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis investi par rapport à LoL, qui était sur l'instant le jeu e-sport dans lequel je m'étais investi, de manière à devenir professionnel. Je n'ai pas spécialement d'avis sur les équipes OTF, puisque comme on le sait, les équipes sur le papier, ce n'est pas forcément le niveau qu'elles ont sur le papier qui vont correspondre aux résultats. Je prends un petit peu l'exemple de l'année dernière où on a eu la Seed 8 et la Seed 7 qui ont été les deux équipes qualifiées pour la Open Dawn. Donc on sait très bien que ce soit sur le papier ou que ce soit sur le classement qu'on va voir dans les premières étapes d'Open Tour, ça va être très difficile de les juger. Absolument pas. Là, pour le coup, je peux mettre un petit taquet aux recruteurs et la manière dont le recrutement a été fait cette saison. Mais il y a des équipes Open Tour où il y a certaines stars sur certains postes, mais ça se voit que les équipes sont assez déséquilibrées. C'est-à-dire qu'il y a une ou deux menaces présentes dans l'équipe, mais le roster en lui-même n'est pas équilibré. Donc on sait qu'il y a des faiblesses qui sont aussi très, très présentes et faciles à exploiter. Pas spécialement. Après, moi, j'aime bien le Perks. C'est un joueur que j'ai beaucoup aimé sur comment il a construit G2, puisque c'est un peu Carlos à l'époque qui possédait G2, qui a donné les pleins pouvoirs à Perks de construire une équipe qui lui ressemblait pour l'emmener au championnat du monde. Et pour moi, j'estime que c'est le joueur qui a eu la plus grande intelligence sur comment il voulait construire une équipe. Et il a été jusqu'au plus grand sacrifice puisqu'il a choisi de laisser son poste pour prendre un joueur qu'il estimait plus talentueux que lui. Et donc quand on a un objectif de gagner les championnats du monde, qu'on est considéré comme le meilleur joueur de l'histoire de l'Ouest et qu'on est prêt quand même à quitter son rôle pour le laisser à un autre joueur parce qu'on estime qu'on a plus de chances de gagner les championnats du monde, j'estime que c'est une très grande preuve d'humilité c'est une très grande preuve d'humilité et de compétition. Sur le principe, je suis absolument toutes les autres ligues. C'est un peu le gros du travail de coach, c'est-à-dire qu'on a une très grande veille compétitive à faire. On regarde les idées des autres, on regarde le niveau, on regarde s'il y a des choses qu'on peut piocher, qu'on peut se servir, ou même des choses qu'on peut améliorer. Ça nous sert à la fois pour trouver des idées, ça nous sert à la fois pour voir les erreurs que les autres équipes font et ne pas les répéter. Donc, quelle que soit l'équipe, quelles que soient les ligues, on suit les principales ligues majeures, que ce soit la Chine, la Corée, l'Europe et même les ligues régionales comme la France, l'Allemagne ou l'Espagne. Sur le principe 2021, je trouve que c'est une année qui a été assez vide. La majorité des événements ont été annulés. Le championnat du monde a été assez décevant. On n'a pas d'équipe qui a fait un deep run au niveau des playoffs. Et même les performances en elles-mêmes n'ont pas été assez marquantes. On a Mad Lions qui est seed 1 et qui au final fait une performance qui est correcte, mais ce qu'on s'attendait. Donc on n'a pas été surpris. Je pense qu'au niveau de cette année 2021, je pense que le plus marquant, c'est, je dirais, l'absent. Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça, mais qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas une personnalité qui est émergée dans l'année. Je pense que c'est le fait le plus marquant. On n'a pas une star qui a été née dans cette année, alors que d'habitude, toutes les années, on a quelqu'un qui ressort. Oui, j'ai vu Arcane avec ma femme. Euh, ce que j'ai pensé d'Arcane, j'ai trouvé que c'est une très bonne série. Je trouve que c'est
un bon moyen de découvrir l'univers de League of Legends, et donc plus précisément l'univers de Runeterra, sans même parler de League of Legends. Après, il y a un point que j'ai trouvé dommage, c'est qu'ils ont un peu reconstruit l'histoire de Runeterra de manière à correspondre un peu plus à Arcane. Donc je trouvais ça un peu dommage, plutôt que de se servir de l'histoire originelle de Runeterra qui était présente, ils ont essayé de la modifier un peu de manière à ce qu'elle corresponde plus à ce que Arcane allait proposer. Plutôt Team Jinx. Plutôt Team Victor. Alors les principales fonctions de coach, de toutes les manières, ça va surtout être la mise en place d'un cadre. On a des joueurs, ils ont des forces, ils ont des faiblesses, ils ont tous des besoins qui sont différents, ils ont tous une vision du jeu qui est différente, ils ont tous leur opinion sur comment gagner. Donc le principe, c'est de mettre en place un cadre. Faire en sorte que les joueurs soient capables de fonctionner ensemble, faire en sorte que les joueurs soient capables de s'entraîner ensemble et faire en sorte que les joueurs soient capables d'être d'accord sur telle ou telle stratégie et donc sur comment s'entraîner et comment aller à la victoire. Normalement en Division 2, je pense que c'est l'objectif. On a tous eu, que ce soit au niveau des joueurs ou que ce soit au niveau du staff, des possibilités d'aller en Division 2. On a tous jugé, et je pense avec raison, que le projet Historia était bien meilleur pour atteindre cette Division 2 en partant de l'Open Tour et en construisant une vraie histoire. Donc on se voit en Division 2 les yeux fermés. Je me suis retenu là. Mot de la fin, ça va être une belle année. Quand tu m'as dit un mot de la fin, il y a le beat qui a failli sortir, hein, je te jure.